pouvons maintenant animer notre planète en lui donnant un mouvement de rotation autour de l'axe Y. Allons voir sur la documentation d'Ephrem ce qui est proposé. Et nous notons qu'il y a effectivement un composant permettant l'animation. Étudions dans un premier temps l'exemple cité. Il décrit la primitive box qui permet l'affichage d'un cube avec certains attributs comme la position initiale. Suit alors l'attribut d'animation qui nous intéresse, qui va être paramétré par un certain nombre de propriétés. La propriété principale consiste à définir le type de mouvement, ici une translation. La translation part de la position initiale, si rien n'est précisé, jusqu'à une position finale définie par tout, soit en direction de, en français, sur les trois axes X, Y et Z. On précise ensuite la durée de l'animation en millisecondes, donc ici 2 secondes. Nous reviendrons sur easing, le profil de mouvement. Enfin, loop définissant le nombre de boucles avec comme valeur true, soit vrai en français, ce qui indique un mouvement se répétant indéfiniment. Juste en dessous dans la documentation, on trouve un autre exemple qui semble correspondre exactement à ce que nous cherchons, puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation de 360 degrés autour de l'axe vertical Y qui se répète indéfiniment pour une durée de 10 secondes par mouvement élémentaire. On notera au passage la syntaxe un peu différente de celle des attributs. Après le nom de la propriété, deux points, puis la valeur, et les propriétés sont séparées par des points-virgules. Il n'y a pas de point-virgule après la dernière propriété. Sélectionnons et copions cette ligne de code par un CTRL-C. Descendons un peu dans la documentation et nous trouvons le détail des différents paramètres. La propriété animée, translation, rotation ou mise à l'échelle. Jusqu'à quelle valeur? La durée de l'animation avec une valeur par défaut d'1 seconde. Le nombre de boucles pour lequel on notera la valeur par défaut qui est nulle. Donc si notre animation ne démarre pas, il faut peut-être vérifier cette propriété. Et pour un mouvement se répétant à l'infini, on notera la valeur true. Je reviens maintenant vers mon espace glitch et je colle simplement par un CTRL-V la ligne de code que je viens de copier depuis la documentation. Nous constatons que la planète tourne, mais il y a deux problèmes. Premier problème, un à-coup dans le mouvement. Nous avons effectivement une rotation qui va jusqu'à 360 degrés, mais qui repart à chaque fois de moins 90 degrés, position initiale que nous avions définie pour voir le côté éclairé de la Terre. Supprimons cet attribut. Il ne reste plus que le second problème. Le mouvement est accéléré. Retournons sur la documentation et on constate que la valeur par défaut du paramètre easing, le profil de mouvement, souvent traduit à tort par accélération, est ease in quad. Consultons ce site par exemple qui nous expose les différents profils de mouvement. Et si nous le paramétrons par ease in quad, nous obtenons bien une animation qui démarre doucement pour accélérer fortement ensuite. Le profil souhaité serait plutôt une fonction linéaire. De retour sur mon espace glitch, j'insère ce paramètre pour modifier sa valeur par défaut. Un point-virgule, le nom du paramètre, deux points, la valeur. Et pas de point-virgule pour terminer. Cette fois, le mouvement est correct. Intéressons-nous maintenant à la manière dont le visiteur va pouvoir retourner dans l'espace. Pour cette partie du développement, il sera plus confortable d'activer par défaut l'environnement Terre dans la primitive Sky. Il nous faut rendre cliquable la zone de l'espace correspondant au Soleil qui brille à travers une fenêtre des ruines. Une solution simple consiste à y placer une primitive, par exemple une autre sphère, qui serait invisible et lorsque le visiteur vise avec le pointeur la zone du Soleil, c'est cette nouvelle sphère qui est visée. Pour placer cette primitive, contentons-nous de copier celle de la Terre et supprimons ce qui ne nous intéresse pas. Modifions le commentaire.
Pour positionner précisément notre sphère, nous allons utiliser l'inspecteur graphique. Ouvrons l'affichage dans un nouvel onglet pour avoir plus d'espace. Ouvrons l'inspecteur graphique par CTRL-ALT-I. Prenons un peu de recul et sélectionnons la sphère. Il faut la placer pour qu'elle obture la fenêtre lorsque nous sommes à la position de la caméra, c'est-à-dire à 1,60 m au-dessus du point d'origine. Il faut donc reculer la sphère, la monter et la décaler vers la droite. Pour dissocier ces trois opérations, nous pouvons passer successivement en vue de dessus, et nous translatons la sphère vers le fond avec l'axe Z bleu, en vue de face, pour la décaler vers le haut avec l'axe Y vert, et vers la droite avec l'axe X rouge. Revenons en vue perspective, le positionnement semble correct. Il est possible de vérifier en matérialisant la caméra par un objet quelconque. Ajoutons cet objet, donnons-lui une géométrie quelconque, par exemple un cube. On peut noter que l'inspecteur graphique ne permet pas d'ajouter directement des primitives. Il faut donc ajouter un élément vide appelé entité et lui donner la géométrie souhaitée. Cet élément est par défaut au centre de la scène et on le place à 1,60 m vers le haut pour qu'il soit positionné exactement comme la caméra. On vérifie bien que le cube, donc la caméra, la sphère et la fenêtre sont correctement alignés. Sélectionnons à nouveau la sphère, modifions numériquement ses paramètres de position pour les arrondir éventuellement, mais surtout pour s'affranchir du bug de la version 1.2 qui ne permet pas de copier les modifications faites avec la partie graphique. Copions maintenant le code correspondant dans le presse-papier. De retour dans le programme, nous pouvons coller le code dans la partie de commentaires et récupérer ce qui nous intéresse, à savoir la position. Puis la coller dans la primitive de la sphère. Nous vérifions bien que la sphère est correctement positionnée. Il est maintenant possible de la rendre invisible avec l'attribut visible égale "false". Il nous reste à modifier la source de la primitive sky pour revenir à l'état initial. La prochaine étape consistera à définir les différentes interactions sur les deux sphères afin de pouvoir obtenir les résultats souhaités.